À quoi vous fait penser cette voiture, cette traction? Ben moi, ça me fait penser à la traversée de Paris. Voilà le film, la traversée de Paris avec Bourvil et qui est Louis de Funès peut-être, voilà. Et puis tous ces films qui ont été faits sur cette époque-là, comme Le Dernier Métro, voilà. Parce qu'évidemment quand même si je suis pas très jeune, j'ai pas trop connu cette période. J'applique toujours deux phrases, l'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité ». Et Hitchcock dit une autre phrase « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou ». Jeu interdit. Jeu interdit. Parce que dans Jeu interdit, l'Exode, on voyait bien toutes ces voitures-là. Mais enfin, quelque part, moi, ça me fait penser aux Allemands. Et alors, quelque part, ça me plaît pas. La Gestapo, tout ça, tous ces trucs-là. Bon. Pourtant, c'est la résistance aussi, la FFI. Oui, je sais. Écoutez, on n'y peut rien. Hein. La mémoire, elle vous joue des tours, ces fois. Et justement, alors la mémoire, votre livre, c'est pas tout à fait un mémoire ou c'est... Mon livre. Comment on peut l'interpréter? Alors moi, je dis simplement, c'est des carnets de voyage d'une globe-trotteur cinéphile. Voilà. J'ai passé pas toute ma vie parce que j'ai quand même été mariée et voilà, j'ai élevé des enfants, mais à rêver de voyages que j'ai faits et je me suis occupée de cinéma tant que j'ai pu. Et j'ai écrit pour le cinéma, parce que j'étais critique de cinéma africain. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Il suffisait, un jour, quand j'étais adolescente et que je m'ennuyais à mourir chez mes parents, je me suis dit que peut-être qu'il suffisait de vouloir pour y arriver. Et ben, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. J'ai fait des chapitres qui parlent un peu de films, mais qui parlent aussi de littérature. Parce qu'en fait, ce livre, c'est 14 récits d'aventure, hein, qui se passent dans 14 pays du monde. Voilà. Alors, je peux vous dire, hein, la première, c'est l'Équateur. Je vais le dire très très vite. Celle-là, c'est une aventure de Don Camillo. C'est pas du tout Don Camillo, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec un ami avec qui c'était plutôt un boulet qu'autre chose, et il parlait pas espagnol, donc il me suivait partout. Et on était dans une ville qui s'appelle Ambato. C'est trop beau, une ville qui s'appelle Ambato. Mais enfin, il n'y avait pas de bateau et on s'ennuyait assez. Et à un moment donné, en cherchant comme ça, au fond d'une allée, dans un supermarché très très sale, il y avait écrit cinéma. Alors moi, chaque fois que je vois écrit cinéma, alors là, ça y est, c'est parti. J'y vais à fond la caisse sans réfléchir. Et là, il y avait des hommes qui faisaient la queue devant la caisse. Mais il n'y avait pas de film annoncé. Alors, je trouvais ça bizarre. Et puis, j'ai commencé à demander au premier, pardon monsieur, quel est le film que vous voulez voir? Il m'a rien répondu. J'ai dû en demander à 4 ou 5 hommes. Ils regardaient tous leurs pieds. Alors, j'ai dit quand même, je vais aller voir. J'ai pris mon billet et une fois dedans, en fait, c'était un cinéma porno et c'était un film porno. Et c'était l'histoire d'un curé voyeur qui regardait les gens faire l'amour. Mais alors, c'était d'une simplicité, d'une bêtise hallucinante. Mais ce curé ressemblait exactement à Don Camillo, à Fernandel. C'est pour ça que j'ai appelé ça une aventure de Don Camillo. Et voilà. Et c'est un peu tout pareil. Non, c'est pas tout pareil. Des fois, c'est un peu triste. Le deuxième, ça se passe. Le train sifflera 3 fois et demi. Et c'est pour raconter ça qu'en fait, j'ai décidé d'écrire tous ces petits chapitres. Parce que ça, c'était au Liban.
Je suis allée au Liban en 90. C'était pas longtemps après la fin de la guerre. Et j'y suis allée sur un coup de tête, comme ça, parce que les 20 types qui organisaient ça, c'était la première fois. Il n'y avait aucun touriste au Liban à ce moment-là. Et j'étais avec une autre fille qui était d'origine algérienne. On était tous les trois dans un taxi. Et on a fait le tour du Liban. Le Liban ne fait que deux départements français, et on aurait dit que c'est plus grand que la France, parce que on s'est perdu tout le temps, parce que depuis la fin de la guerre, il n'y avait plus aucun panneau de signalisation. Et les gens ne sortaient pas de chez eux, ils ne savaient même pas ce qui se passait dans le village à côté. Et nous, on était là à traverser le Liban. Alors là, j'ai beaucoup parlé, parce qu'après, je travaille beaucoup. Moi, je prépare rien à l'avance. Il m'arrive ce qui doit arriver. Mais après, quand je reviens à la maison, j'apprends. Et le Liban, ça m'intéressait beaucoup, parce que cette guerre du Liban, je l'avais suivie, puisque je suis très intéressée par la politique aussi. Et là, on est allé d'une ville à l'autre, et parler avec des gens qui nous ont raconté leur façon d'avoir vécu la guerre, et ce qu'ils en pensaient. Et ça, je sais pas si je vous raconte la fin, c'est triste. C'est triste. Chaque fois que je le lis, je pleure. Voilà. Alors, ça fait des années que je fais des ateliers d'écriture, que je suis des ateliers d'écriture. Et là, depuis 3 ans, on est 4 ou 5, c'est un 6, à être dans une équipe et on travaille ensemble. Chacun sur son projet, hein. C'est fabuleux. Hein. Parce que, et puis à force, moi, j'ai des gens que j'admire, comme Philippe Jean, Jean Etchenot, comme ça. J'aime leur façon d'écrire, et c'est, disons que ce qu'ils racontent est secondaire par rapport à la façon de raconter. Moi, j'écrème beaucoup, sauf des fois je m'éclate, alors je fais des longues phrases, mais autrement c'est très rapide. Mais en vivant comme ça, parce que je fais aussi de l'aquarelle, mais j'en ai fait sur le tard, et j'aurais dû le faire avant, mais bien sûr je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, mais je pensais que je savais pas le faire, et puis voilà, maintenant je le fais. J'ai 50 carnets de voyage, vous savez. Alors moi, je m'attache beaucoup aux petits détails. Voilà. Et ça, j'aime bien, plutôt que de dire, ah là là, les descriptions. Moi, je déteste ces descriptions qui prennent des pages. Des amis m'ont dit que j'allais même trop vite. Le cinéma le plus exemplaire qui t'a marqué, qui est inattendu, c'était quoi? Mais le plus exemplaire, c'est celui dont je me suis occupée, parce que j'ai été présidente d'un cinéma d'art et d'essai à Bayonne, qui existe toujours, mais qui a changé de lieu, qui est entre les mains d'autres personnes qui s'en occupent magnifiquement. Ça s'appelle La Talente, à Bayonne. C'est extraordinaire. Si je pouvais, j'irais tous les jours, mais j'y vais que 3 ou 4 fois par semaine quand même. Hein. Donc tu vois. Alors, qu'est-ce le plus extraordinaire? Eh ben, c'était celui-là peut-être. Celui du Liban, dans la montagne. Justement, c'était dans les ruines, c'était quoi, non? Comment? Il était comment? Est-ce qu'on peut avoir une image, ou du moins une description? Alors, c'était dans une ville de montagne, c'est-à-dire chez les Marounites. Voilà, il faisait froid, alors que le reste du temps, il faisait bon. Et j'avais attrapé un truc. Je vais à la pharmacie. J'étais à la pharmacie et je me dis, on se croirait en France. Et puis je regarde tout, et je vois écrit un truc en bas, en face, cinéma. Je dis, c'est pas vrai, là. Alors je traverse, c'était vraiment cinéma. Alors il y avait le portail, il y avait la caisse qui donnait sur la rue, qui était fermée, et là j'ai commencé à avoir le cœur qui tape. Et puis je sentais qu'il y avait quelque chose de lourd. Je traverse, et je demande à la pharmacienne, mais madame, vous pouvez me dire quels sont les horaires d'ouverture du... Ah oui, et il y avait la photo de le train sifflera 3 fois. L'affiche qui était toute neuve. Là, je me suis dit, putain, je l'ai vu 10 fois, je vais le lire, je vais le voir encore ce soir, je vais voir ce film magnifique. Et je reviens toute contente, et je lui ai dit, vous savez les horaires? Elle me dit, retraverser. Je retraverse. Et par les trous de la serrure, je vois une salle détruite. Il ne restait plus rien. Mais le propriétaire, toutes les semaines, il changeait l'affiche. Voilà, c'est pour ça, chaque fois que j'y pense... Il n'y avait pas de film. Mais non, mais il changeait l'affiche.
Il continuait à faire vivre la magie du cinéma. Le cinéma, c'est magique. Dans les très vieux cinémas du Caire, qui sont immenses, mais alors immenses, hein, ils datent tous des années 50, comme dans les autres pays d'Afrique d'ailleurs, où déjà il y en a, ils n'existent plus. Et alors là, voilà, j'y suis allée. Alors moi, j'ai l'habitude de me mettre devant. J'aime pas avoir des têtes entre l'écran et moi. C'est pour moi, l'écran est pour moi. Pourtant, j'entends, je ressens tout ce que ressentent les gens autour de moi. Et c'est pour ça que j'adore ça, être dans une salle de cinéma. Voilà, c'est sentir les autres et entendre leurs réactions. Donc, je prends le ticket pour être devant, on me dit rien. Alors oui, on me dit à quel rang vous voulez être, à quelle place. Je dis, putain, c'est compliqué. Alors, je prends avec un, et puis je commence à descendre. C'était mais immense, immense, immense. Très large, avec un plancher en pente. Et alors, je pensais à autre chose, je faisais pas attention. Il y avait un brouhaha. Et je descends, et arrivé au milieu, le silence absolu. J'étais la seule femme. Les femmes n'ont pas le droit d'être ou par terre. Alors je me suis dit, ça fait rien quoi, je vais descendre. Je descends. Et à ce moment-là, il y en a un fou, encore plus fou que les autres, qui se met à courir et qui se met à côté de moi. Je me suis dit, non, là, non. Alors, je me suis levée en courant, moi aussi. Je suis passée devant le directeur qui avait compris que je ne pouvais pas rester là, qui m'a échangé le billet, et je suis allée au balcon. Mais le balcon, j'ai pas été plus tranquille pour ça, parce que au balcon, il y avait toutes les familles et les femmes. Il n'y avait pas de femmes seules. Les femmes étaient en famille, voilà. T'es surveillée par les enfants. Je sais pas si c'était surveillé, mais c'était comme ça, quoi. Et donc là, alors j'ai eu un succès fou, hein. Et l'ambiance dans la salle? C'était très bon enfant. Très bon enfant. Ah oui, c'était le spectacle familial. Et là, c'était James Bond. Hein. Et alors, le plus rigolo, c'est pour ça que je dis Demain ne meurt jamais, c'était vraiment le film de James Bond. Et alors, la chose la plus extraordinaire, c'est que moi, j'habite Bayonne, mais en fait, je suis des Hautes-Pyrénées. Il y a une station de ski qui s'appelle Peyragudes, je ne sais pas si vous connaissez. À Peyragudes, à côté de Luchon, il y a des années, ils ont tourné un James Bond. Et bien, c'était celui-là. Mais je ne le savais pas, parce que moi, James Bond, c'est quand même pas ma tasse de thé. Et puis, pendant 3 mois, ils ont demandé, ils ont construit une station d'hélicoptères, tout ça, avec des Afghans, tout le monde était déguisé en Afghans et tout ça. 3 mois. Et ils avaient demandé plein de figurants. Je connaissais des amis qui étaient allés. Voilà, bon, puis je m'en fous. Et puis après, alors que toute la famille qui était autour de moi n'arrêtait pas de me poser des questions, et là ils me disent « Ah, nous on adore la France, surtout Chirac. » Oui, vous avez raison, parce que Chirac, non, à ce moment-là, c'était celui qui n'avait pas voulu attaquer l'Irak. Hein, moi je suis d'accord avec lui pour une fois. Et voilà, donc, ah oui, et puis on adore aussi ça, et puis aussi on vous adore à vous, et quel âge vous avez, il est où votre mari, dans quel hôtel vous êtes. Je me dis, purée, ça va jamais s'arrêter. Et à ce moment-là, ça s'éteint, et il n'y a pas de générique, et les premières images, c'est dans les montagnes à côté de chez moi. Alors là, j'ai pété un câble, je me suis dit, mais comment ils savent que je suis de là? Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez un certain nombre de carnets. Alors, comment a été fait le choix? Ah, mais le choix, c'était parce que dans chaque il y avait toujours le cinéma à un moment donné. Soit que je l'ai cherché, soit qu'il me soit tombé dessus comme ça par hasard. Un jour, c'était une sacrée aventure. Je suis partie de Moscou pour aller jusqu'à Pékin avec le Trans-Mongolien. Parce que j'accompagnais un copain qui partait faire le tour du monde. Alors c'est le genre d'invitation qu'on vous fait. Tu veux pas m'accompagner jusqu'à Shanghai? Oh oui, moi, j'y vais. Voilà. Et avec le Transmongolien, bon d'accord. Et puis à ce moment-là, je revenais d'Afrique. Et quand on revient d'un long voyage comme ça, on a envie de poser ses valises, de réfléchir. Non, il fallait tout de suite m'y mettre parce qu'il fallait 3 visas. J'ai horreur de papier. Et 3 visas, les pires, c'était quand même les Russes qui en demandaient encore plus que les autres.
et des relevés de banque, tout ça, tout. Et alors, quand j'ai envoyé tous les dossiers de visa, ben, je me suis trompée dans les dates. Ce qui fait que j'ai demandé un visa de 3 jours pour la Russie, alors que je commençais par la Russie et que j'ai resté 10 jours. Ils savaient que quand je suis arrivée à la frontière de la Sibérie avec la Mongolie, eh ben, on m'a sorti du train. Voilà. Et là, alors là, c'était tout à fait inattendu, hein. Je me suis retrouvée à 700 km de là. Alors là, à ce moment-là, c'était vraiment le vrai train des Russes que j'ai pris. Et c'était génial. À part qu'entre-temps, on a eu du mal. On a attendu pendant des heures dans une gare où ils avaient coupé l'électricité. Ils avaient fermé toutes les portes à clé pour pas qu'on s'échappe. Mais une fois arrivé là-bas, c'était à côté pas loin du lac Baïkal. Et là, c'était le paradis. Les gens venaient me voir, me remercier d'être là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imbéciles qui se trompent dans les dates de visa. Hein. Et ils pensaient que je suis venue pour eux. Et ils étaient adorables. Et je suis tombée sur un cinéma d'art et d'essai avec des bricoles, des vieux fauteuils. C'était magnifique. Et là, j'y suis allée, j'y suis restée tous les jours. Tous les jours, je suis restée dans ce cinéma.